ça représente entre 0,8 et 1,6% de matière organique. Donc ça, c'est les données, données nationales de l'observatoire GISSOL, qui sont publiques, et qui représentent, donc qui suit toutes les dizaines d'années des taux de matière organique moyens sur le territoire. Alors ces chiffres, pour donner un ordre d'idée, sont assez inquiétants, puisque bon, parmi tout ça, il y a des sols qui sont sableux ou plus ou moins argileux, mais même sur des sols limoneux argileux, arriver à 1,5%, c'est encore très peu. Bon, cette matière organique, il y en a peu dans les sols provençaux, on entend souvent dire parce que les sols en Provence sont pauvres. Et deuxièmement, les sols, en Provence, on a un climat qui est plutôt chaud, et cette matière organique, qui sont des débris, de la matière qui a été vivante, ou a été vivante ou est vivante, elle se consomme. Et plus il fait chaud, plus elle se consomme. Donc effectivement, en Provence, c'est normal qu'on ait peu de matière organique. Or, en fait, depuis ce qu'on voit, en fait, ce qui est bien avec cette base de données, c'est qu'elle existe depuis plus de 20 ans. Elle reprend plein d'analyses que font les laboratoires, qui les transfèrent ensuite à la base de données. Or, en fait, si on compare entre les données de 1995 à 2014, on peut voir que sur l'ensemble du territoire du Var, il y a une diminution de ce taux de matière organique. Et ça, c'est quand même plutôt inquiétant. C'est-à-dire que cette matière organique, elle répond à de nombreux enjeux, elle réalise de nombreux services. Ça structure votre sol, ça retient de l'eau, ça retient la fertilité, ça nourrit tous les micro-organismes qu'il y a dans votre sol. Or, ce capital que vous avez dans votre sol, il diminue. En fait, ça amène carrément à une perte de référence. C'est-à-dire que maintenant, on est en 2024, on n'a plus la référence de ce qu'il y avait il y a 10-20 ans. De 1, parce qu'on ne le mesurait pas forcément, systématiquement. Et de 2, puisque c'était il y a trop longtemps. Et en fait, ça nous amène à une notion d'amnésie environnementale. L'amnésie environnementale, c'est le fait d'oublier comment était son écosystème avant. Et on considère que maintenant, en fait, 1,5% de matière organique, en fait, c'est assez. Et en fait, pas vraiment. Il faut reprendre des références et avoir une idée, une échelle à avoir pour en fait, avoir des systèmes qui soient productifs et résilients. Donc en fait, c'est aussi comment on en est arrivé à là, en fait, à ce taux de matière organique qui est plutôt bas. C'est un indicateur de la qualité des sols, c'est pas le seul, mais c'est un indicateur qui est vraiment important. C'est même le premier à prendre en compte dans votre santé des sols. Comment on en est arrivé à là? Bon, tout d'abord, à cause du changement de pratique plutôt, avec moins d'enherbement, plus de fertilisation que minérale et plus du tout de fertilisation organique, plus de fumier, moins d'animaux qui passent, même s'il y a encore des moutons. Quasiment plus d'enherbement, pendant plusieurs années, il n'y a eu plus d'enherbement dans les vignes, même en hiver. Et en fait, ce qui est vicieux avec la matière organique, c'est que c'est un paramètre qui varie très lentement. C'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément systématiquement. C'est-à-dire que chaque année, on va perdre quelques pourcentages. Et en 20 ans, c'est en 20 ans qu'on va voir qu'il y a un réel problème, mais on ne le voit pas forcément. Et des fois, ça se joue sur plusieurs générations. Et le deuxième point qui est un petit peu tout aussi vicieux sur ce taux de matière organique, c'est que de dégrader en fait la matière organique, c'est plutôt bénéfique à court terme. C'est-à-dire que votre taux de matière organique, c'est un peu comme un gros frigo. Et plus vous tapez dedans, plus vous libérez des minéraux. Mais à court terme, le problème, c'est que quand on arrive trop bas, là, on perd beaucoup de fonctions structurantes de vos sols, qui va amener de la portance, qui va permettre l'infiltration de l'eau dans votre sol, de la retenir, etc. Et en fait, c'est ce que j'appelle un peu le point de bascule, c'est qu'à partir d'un moment, à force de taper dans ce capital, vous arrivez en fait à une dégradation totale de vos sols qui vous amène à plein de problèmes divers, qui soient un manque de fertilité, du dépérissement et d'autres problématiques agronomiques. Donc voilà, je voulais juste rappeler un peu ce constat qui peut paraître un petit peu, qui peut faire un peu peur quand même, parce qu'on voit à une échelle quand même d'un territoire qu'on diminue et ça rappelle un peu le premier schéma qu'on nous a présenté au début, où effectivement en fait on est sur une courbe qui est plutôt descendante. Alors nous, ce qu'on voulait faire dans ce projet justement, c'était de travailler ça collectivement pour amener vraiment à un changement, mais qui reste quand même économique, puisque on ne peut pas amener à ces changements de pratique tant qu'on n'amène pas de la rentabilité. Et pour amener de la rentabilité, ce qu'il faut, c'est de savoir d'où on part pour savoir où on veut aller. Donc, ça marche plus. Donc on a créé en fait le projet Terra-Barra, donc il a été créé il y a 1 an et demi. On est financé par l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique de l'État, qui nous finance en fait en tant qu'action pour l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.
Donc ce projet, l'idée c'est d'avancer sur la gestion durable des sols, mais avancer de manière collective et pertinente. Donc le principe du projet, c'est de travailler sur un grand triptyque. De toute manière, pour travailler sur la gestion des sols, il n'y a pas vraiment 1000 thématiques. Il y a plutôt, voilà, on travaille vraiment sur le triptyque travail du sol. Donc c'est comment diminuer le travail du sol sans forcément complètement l'enlever, augmenter la couverture des sols et les apports de matière organique. Après, sur la gestion des sols, c'est vrai qu'on pourrait parler d'autres pratiques globales sur l'agriculture régénératrice, l'hydrologie régénérative, l'agroforesterie, le pâturage, etc. Nous, on a essayé de se concentrer sur les pratiques, on va dire, qui sont un levier le plus efficace pour améliorer votre sol et qui peuvent être faits dès maintenant sur votre parcelle. C'est-à-dire demain, vous suivez ce parcours et que vous avez déjà des éléments à mettre en place dès cette année. Donc le but, voilà, c'est de travailler vraiment sur ce triptyque. On travaille en groupe, donc on constitue des groupes de 10 à 15 viticulteurs ou viticultrices. Que ça peut être des groupes dans des caves coopératives ou des groupes de vignerons indépendants. Et souvent, ce qu'on aime faire, puisque nous, on travaille un petit peu avec tout le monde, on aime bien mixer pour que les gens puissent se rencontrer et avoir une meilleure approche du problème. C'est un parcours qui dure 2 jours. Et en fait, le but, c'est d'amener une réflexion collective à partir d'un état des lieux et avec un petit peu en fond cette philosophie il n'y a pas de recette miracle de toute manière. On va adapter à son contexte. Et on va adapter encore plus à son contexte puisqu'on va travailler avec des viticulteurs locaux. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler au maximum dans une commune ou plusieurs communes mais avec le même pédoclimat. Et évidemment, bah voilà, il n'y a pas de dogmatisme. Si vous l'avez vu, quand on dit augmenter la couverture végétale des sols, ça ne veut pas dire de tout le temps enherber 100%. C'est-à-dire juste on essaye d'augmenter, mettre le curseur un peu plus loin jusqu'où on peut économiquement et aussi agronomiquement pour ne pas concurrencer la vie. Donc je vais décrire rapidement le parcours, je l'ai déjà présenté plusieurs fois et certains ont déjà participé ici. Donc l'étape 1, en fait, on se base sur un état des lieux. Ça c'est important sur notre analyse de sol, sur un diagnostic de sol, puisque tout à l'heure je vous ai présenté un petit peu un contexte général des taux de matière organique. Il faut bien savoir qu'au sein de ce territoire, il y a plein d'hétérogénéité sur les pratiques et ce qui est important, c'est que les gens puissent savoir d'où ils partent, pour savoir où ils veulent aller. Donc la première étape, c'est qu'on fait un diagnostic de sol sur plusieurs paramètres, dont des paramètres importants, par exemple le pourcentage de matière organique, mais la qualité de la matière organique aussi, est-ce que c'est de la matière organique libre ou liée, la biomasse microbienne, et, je ne l'ai pas marqué ici, mais la cinétique de minéralisation. Ça, je le décrirai un petit peu plus après. L'idée, en fait, de faire un diagnostic, c'est répondre à une problématique précise, ça peut être l'idée. C'est aussi de faire valider ou non une trajectoire, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout type de production, enfin de modèle de production, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir mis des couverts végétaux pour participer. Et ça permet, enfin, en faisant le diagnostic, de dire, ok, est-ce que je vais effectivement dans le bon sens ou pas? Que j'ai mis des couverts végétaux depuis 5 ans ou non? Et en fait, l'idée, c'est de valider un peu ces pratiques, et certains avec le projet, ont pu valider que, oui, effectivement, je vais dans le bon sens. Et ça permet à d'autres qui pensaient y aller, de se rendre compte qu'effectivement, ça ne va pas forcément, sur le long terme, dans le bon sens, et ça amène à se poser la question, qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants ou à nos successeurs? Et en fait, ce qui est super intéressant en faisant un diagnostic, c'est qu'on le fait chez tous les participants qui sont dans la même commune, et donc ça permet un peu de se positionner aussi, et de voir où on en est par rapport aux autres autour. Donc ça, après, la deuxième étape, c'est qu'on fait une remise à niveau en ligne. Ça, je passe rapidement, parce que c'est des détails. Et ensuite, la troisième étape, donc on a fait un diagnostic, et ensuite on suit 2 jours, tous ensemble, donc un groupe de 10 à 15 viticulteurs, avec des experts. La première journée, on l'a fait avec Thibaut Desplanches, c'est un expert qui vient du laboratoire Célesta Lab, qui fait lui-même les analyses, le diagnostic. Lors de cette première journée, en fait, ce qu'on fait surtout, c'est une partie en salle, puis après une partie en fosse. Je ne l'ai pas montré, mais là, on fait une fosse. Le but, c'est d'appréhender toute la problématique des sols, donc la problématique physique, chimique et organobiologique des sols. On présente notamment, en fait, ce qui est assez percutant, on va dire, dans la journée, c'est qu'on présente, lors d'un moment, les résultats, mais on les compare toujours avec... Enfin, on présente tous les résultats du groupe, ce qui permet aux viticulteurs de voir un petit peu quelle parcelle donne quoi, puisque en fait, dans le village, tout le monde connaît la parcelle de chacun, et donc sait où elle a été analysée, et on connaît aussi les pratiques. Et en fait, on sait que sur certains indicateurs, ça ne bouge pas beaucoup. Le taux de matière organique total, par exemple, ça dépend un peu de vous, puis ça dépend surtout de ce qui a été fait il y a 20, 30 ans.
Par contre, la matière organique libre, celle qui se digère rapidement, bah, celle-là, vous avez vraiment la main dessus, c'est vos 5 dernières pratiques, 5 dernières années de pratique. Donc là, ça permet de voir où on en est par rapport à ces pratiques. Et puis, on redonne aussi le bulletin d'analyse lors de cette première journée. Grâce à l'ADEME, on finance une bonne partie de ces analyses, ce qui est un avantage économique assez intéressant. Et ensuite, la deuxième journée, on la passe avec Mathieu Archambault, qui est un spécialiste de l'agriculture de conservation et qui travaille aussi un peu en Provence. Là, l'idée, c'est plus de travailler sur le travail du sol et enherbement. Ce qui est bien avec Thibaut, c'est qu'il donne, Thibaut et Mathieu, c'est qu'ils donnent des outils assez clés pour piloter à la fois votre fertilité et à la fois vos apports de matière organique. Oui, Jean-François, c'était lors de la journée, je te vois réagir. Et donc voilà, l'idée là, c'est vraiment de vous donner des outils et des connaissances clés pour essayer de piloter ces enherbements, avec notamment des arbres de décision, on regarde aussi les semoirs, etc. Voilà. Après la quatrième partie, ça c'est plus ce qui est en cours, parce qu'on est arrivé un peu à cette phase dans le projet, c'est créer un réseau d'échange, à la fois avec les groupes qu'on a déjà constitués, puis entre les groupes. Donc ça, on est encore en train de réfléchir, parce qu'on en est arrivé un peu à ce stade. Pour l'instant, ce qu'on a réalisé, donc ça fait depuis une petite année maintenant qu'on a commencé. Le premier groupe, on l'a fait il y a 1 an, c'était le groupe test, c'était à Montfort. On a fait 5 groupes cette année. Donc il y a plus de 68 participants aujourd'hui qui ont réalisé ce programme. Il y a 5 coopératives et un groupe de viticulteurs indépendants. Mais il y avait aussi des coopérateurs qui sont mis dedans. Mais voilà, pour dire, souvent c'est quand même des caves coopératives qui structurent, puisque bon, c'est souvent des organismes qui arrivent à regrouper des personnes. Puis nous, on ajoute des viticulteurs indépendants pour donner un peu plus d'échanges qui sont toujours opportuns. Voilà. Et puis ça fait, on a ouvert un peu plus de 12 fosses et 68 analyses réalisées. Moi, ce que je voulais vous présenter suite à ce programme que certains connaissaient déjà, c'était un peu un retour de tous ces groupes, ce qu'on a pu voir sur la thématique sol depuis maintenant donc cette première année. Je voulais vous présenter un peu les cas concrets, les exemples qu'on retrouve souvent et qui sont un petit peu typiques, je trouve, maintenant de la Provence et qu'on va sûrement retrouver. Ce qu'il faut savoir déjà, avant de parler de la gestion des sols, il faut savoir prioriser. Parler des sols, c'est savoir prioriser dans un ordre d'importance sur ce qui joue sur votre fertilité. Ça, c'est ce qui est bien avec les experts avec lesquels on travaille, c'est qu'ils vous redonnent un petit peu de la hiérarchisation. Parce que quand on parle de sol, on a envie de tout faire. Enfin, c'est un peu compliqué de savoir par où commencer. Et justement, nous, on essaye d'apporter un petit peu de la priorité pour effectivement essayer aller plus rapidement vers ces objectifs. Et ça, j'aime bien le remontrer parce que c'est vrai que c'est important. Il faut en fait, sur les sols, avant de parler de biologie, avant de parler de matière organique, il faut parler de physique. Parce que si vous avez un sol déstructuré, si vous avez fait des grosses erreurs physiques, là, vous allez avoir des gros problèmes de plantation, par exemple, ou de fertilité. Et ensuite, il y a l'acido-basique, qui est un point important, mais souvent oublié, parfois. Et ensuite, on arrive sur les concepts organobiologiques et de stock minéral. Et en fait, nous, dans nos groupes, c'est ce qu'on a retrouvé globalement, parce que, en fait, effectivement, sur les problèmes physiques, on en a trouvé. Parce que pour toutes les premières journées, on ouvre des fosses, avec les viticulteurs qui sont volontaires. Souvent, on en ouvre 3 à 4, enfin, oui, 2 à 4. On a vu des cas assez intéressants en fait sur la problème physique qui est souvent un petit peu oublié. Après globalement, ce qu'on a remarqué sur les 68 participants, il n'y en a pas un qui ne faisait pas de défonçage. On a pu parler aussi de cette pratique qui n'est pas forcément à remettre en cause à 100%, mais qui parfois est peut-être pas forcément adaptée sur toutes les conditions. On a vu des cas de quelqu'un par exemple qui avait une très bonne analyse chimique et organobiologique, il avait un sol très vivant. Mais normal, en fait, le compost qu'il avait mis à 200 tonnes, il est resté à 15 cm, il ne s'est pas décomposé. Et en fait, en dessous, c'était tout déstructuré parce qu'un travail mal adapté dans les mauvaises conditions. Mais ça, il n'avait pas forcément cette approche et cette vue sur ce sol. Ici, un cas de terrassement. On a inversé les couches. Une couche plus sableuse au-dessus d'une couche plus argileuse. Une porosité qui passe mal et derrière un dépérissement de la vigne qui était un peu plus... Enfin, c'était un facteur aggravant sur le dépérissement de la vigne, ce qui pousse du coup il allait arracher,
ce qui lui pousse du coup à adapter ses pratiques en fonction pour sa future plantation. Puis là, un cas assez classique aussi, c'est on défonce, mais on a mis la charrue un petit peu trop bas, et on a tapé une petite couche argileuse qui se mélange pas très bien avec le dessus. Et ça, c'est des cas assez systématiques, c'est pas systématique du coup, c'est des cas qui arrivent, c'est pas systématique, mais vraiment, c'est des erreurs à pas faire et qu'on essaie de voir après coup, qui sont toujours très intéressantes. Après, les problèmes acido-basiques, on en a quand même rencontré, c'est-à-dire que des personnes avec des pH souvent acides qu'il faut corriger. Ça arrive, c'est pas dramatique, ça se fait facilement. Mais si vous avez un sol trop acide, votre vie biologique, elle va pas se développer. Parce que souvent, on met la vie biologique maintenant un peu comme la priorité. En fait, avant ça, si vous avez un sol complètement déstructuré, ça va pas se développer. Si vous avez un sol trop acide, ça va moins bien se développer. Ça, c'est pas très grave, mais ça permet de mettre des priorités. Ensuite, je regarde juste. Ensuite, sur la problématique organique, celle-là qui, au début, c'était un peu celle-là sur laquelle on voulait travailler, en tout cas quand j'ai conçu le projet. Finalement, j'avais sous-estimé cette problématique physique qui est assez présente. Hein. On la retrouve souvent. Sur la problématique organique, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les stratégies qu'on peut avoir qui soient à la fois efficaces et économes. Et en fait, se remettre aussi un peu des ordres de grandeur. C'est-à-dire, le but de faire un diagnostic, c'est de savoir d'où vous partez. Et effectivement, en fait, sur toutes les analyses qu'on a faites, ça c'est tous les tableaux de récap des matières organiques, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 17 sols qui sont en fort déficit de matière organique. Quand je vous parlais du point de bascule, là j'estime qu'il est passé, quoi. On arrive à un moment où là sur ces sols c'est compliqué, quoi. On peut encore produire, mais on va utiliser plus, on peut faire même les rendements, mais on va utiliser plus d'énergie. Et on est arrivé aussi sur 3 sols en déficit, alors là extrême, où là on constate même sur ces sols du dépérissement. Enfin, c'était un cinceau de 13 ans qui dépérissait, et qui ne font pas les rendements. À un moment, bon, ça le viticulteur l'avait vu, mais n'avait pas forcément fait le lien avec ces pratiques. Et en fait, ce qui est aussi important, c'est que dans ces journées, c'est qu'on valorise aussi, on valorise entre guillemets, hein, mais ceux qui ont des pratiques qui répondent avec un bon état des lieux. C'est-à-dire qu'il y avait quand même 15 sols qui étaient en bon état organique et biologique. Et ça permet aussi de voir que c'est possible d'aller vers des bons sols, parce que sinon, si on voit que des sols en mauvais état, ça donne pas très envie. Et puis on ne sait pas jusqu'à où on peut aller, quoi. Donc ça donne une perspective. Et c'est intéressant, c'est vraiment le principe, c'est tout l'intérêt de faire un état des lieux, c'est qu'on peut voir d'où on part, et là on sait on peut estimer en fait le gap, le déficit, et comment le rédiger, comment le corriger, et du coup quantifier quel apport je peux mettre. Du coup je voulais vous présenter, alors ça c'était la parcelle de cinceau de 13 ans qui dépérissait. Bon, il avait 0,6% de matière organique. Bon, après voilà, ça se voyait, même l'arbre ne pousse pas, donc à partir de là, justement là, c'était un cas typique de comment régénérer un sol comme ça, quoi, qui part vraiment de rien, quoi. Et justement, c'est ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on aime bien travailler avec Célestin Lab, c'est qu'ils connaissent très bien les types de matières organiques, puisqu'ils font aussi des analyses de matières organiques. Et en fait, quand on arrive sur des déficits très très importants, les 15 parcelles que je vous ai présentées, et là on arrive sur des déficits de matières organiques liées, et là il y a des types de matières organiques qui sont plus adaptés. Alors elles sont plus adaptées surtout parce que économiquement elles répondent mieux. Et en fait ce qu'on fait souvent dans ces journées, c'est qu'on estime la quantité qui vous sépare de l'objectif, d'un bon état, on va dire, entre guillemets, sur le plan organique. Donc par exemple, sur quelqu'un qui part de 0,7%, on lui fait calculer combien de matière organique il doit apporter pour arriver à 1,5%. On calcule ses besoins, on estime le besoin en compost, en quantité, et là on peut identifier une source qui est économique. Alors souvent, quand on arrive à 0,7%, ça fait un peu peur, parce qu'en fait, de 0,7 à 1,5%, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup, mais en fait c'est une quantité énorme de matière organique à apporter. Mais justement, ça permet de vraiment poser en fait le problème, et de se dire, ok, si là je veux régénérer, ça ne sera pas avec des couverts végétaux, ça va aider, mais c'est pas ça qui va combler le gap où il me faudra 20 ans, quoi.
Après, sur d'autres problèmes qu'on peut voir, par exemple des déficits de matière organique libre, là, les couverts végétaux sont très bien adaptés. Mais même avant, hein, les couverts végétaux sont adaptés sur ça, mais le problème, c'est que quand l'herbe ne pousse même pas. À un moment, les couverts, ça a un prix aussi. Donc, il faut encore une fois prioriser avant d'engager des actions. Et donc là, typiquement, on arrive à des doses de compost assez importantes, et du coup, ça nous permet d'identifier des sources de compost qui soient économiquement viables. Et souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il faut attendre la plantation ou faire 3 à 4 passages sur des vignes en place, mais là, ça devient compliqué. Donc il y a quand même toute une approche économique à ça. Ensuite, un problème qu'on rencontre souvent, et ce qui est assez intéressant de travailler avec des experts qui viennent juste apporter un conseil assez neutre, c'est qu'on arrive à un surcoût, des fois on identifie des surcoûts de stratégie de fertilisation et de travail du sol, c'est-à-dire que soit on fertilise trop par rapport à ce que le sol peut donner, soit on travaille trop les sols, on le voit souvent en fait. Soit il y a du pas assez, soit des fois il y a vraiment du trop, et on peut économiser là, donc ça on l'identifie assez rapidement. Et ensuite, il y a les problématiques biologiques des sols. Finalement, c'est pas la priorité. Elle arrive, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que souvent on arrive avec le postulat vos sols sont morts. C'est pas tant le cas, en tout cas sur la partie microbienne, comme on a pu le voir. Et d'ailleurs, on avait travaillé avec. On avait travaillé avec le projet Ecovitisol. C'était un projet avec l'INRAE où on avait mesuré la qualité microbiologique des sols en Côte-de-Provence. En fait, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'environ. Alors, c'était sur les parcelles échantillonnées. Hein. Donc, c'était des parcelles qui parfois étaient un peu plus, on va dire, avancées sur les pratiques. Mais il y avait environ. C'était aux alentours de 60% des parcelles qui étaient en bon état microbiologique. Donc, en fait, la problématique biologique, elle n'est pas si. Elle arrive après, mais si vous avez déjà résolu les problèmes physiques, organiques et chimiques, enfin acido-basiques, vous avez déjà en fait toutes les conditions pour qu'une vie biologique se mette en place. Alors souvent, ce qu'on voit sur la problématique biologique, c'est que c'est des compactions à la surface qui bloquent l'activité biologique. Ça, on l'a observé pas mal de fois parce qu'on fait des tests bêches. Et avec en fait aussi avec les analyses de sol qu'on fait, comme c'est assez poussé, on arrive à voir s'il y a, par exemple, si un sol se comporte plutôt bien en bonnes conditions, et s'il y a peu de biomasse microbienne, ça veut dire que dans la condition des vignes, il lui manque de l'oxygène, et donc c'est potentiellement de la compaction. Voilà. Et ensuite, juste un dernier point, on a remarqué que c'est vrai que sur la question de la couverture végétale, qui peut être complexe en Méditerranée, en climat méditerranéen, on remarque en fait, elle se résout assez bien parce qu'on amène en fait des experts plus des viticulteurs sur cette thématique, et ces échanges permettent de globalement assez rapidement débloquer les situations et apporter vite beaucoup de connaissances sur cette gestion de la couverture. Notamment en fait c'est surtout pour ceux qui veulent se lancer dans la couverture végétale d'être avec d'autres personnes qui ont déjà mis ça en place depuis 4, 5, 10, il y en a certains ça faisait 20 ans qu'ils mettaient des couverts végétaux. Avec ce retour d'expérience, ça permet tout de suite en fait d'aller plus vite sur cette pratique, surtout que c'est des viticulteurs qui viennent de la même commune. Voilà. Voilà. Alors juste sur le projet, donc là cette année on a fait 5 groupes, et l'année prochaine en fait, entre automne et hiver 2024-2025, on va réaliser de nouveaux groupes. En tout, on a une ambition de réaliser des groupes avec 300 participants sur toutes les côtes de Provence. Donc si vous êtes intéressé par le projet, vous pouvez me contacter. Souvent ce qu'on fait, c'est que nous l'avantage c'est qu'on on structure le projet pour créer en fait ce groupe. Nous on a vraiment cette ambition de mobiliser sur la gestion des sols. On n'est pas des conseillers, on n'est pas des consultants, on va ni vous vendre des produits. Justement on se place en complémentarité, c'est-à-dire que dans tous les cas vous allez avoir besoin de conseillers, de personnes pour vous vendre certaines choses, mais on vient pour essayer de mobiliser autour d'un groupe et d'animer. Souvent, ça marche plutôt bien. Donc voilà, on a cette ambition, et donc ça continue cette année et encore l'année prochaine. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à participer, à me contacter, on pourra voir. Ça se passe souvent, les 2 jours, on les
on regarde quand vous êtes disponible, donc souvent c'est entre novembre et février, et on fait ça un jour, enfin c'est pas toute la même semaine, donc c'est assez, on va dire assez light et ça se fait plutôt bien. Et si vous avez des questions, je vous invite aussi à les poser à ceux qui ont déjà participé. Là, je vois il y a Philippe Beneventi et Jean-François Armario, donc de Cotignac et de Pourrières, enfin le président de la CAP de Pourrières, qui ont déjà participé, donc bon, ça peut être aussi l'occasion de leur poser la question, de voir comment ça s'est passé, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Okay. C'est bon. Merci.